Il y a quelques années, lors d'un exercice militaire classifié de l'OTAN en Europe de l'Est, quelque chose d'inattendu s'est produit. Les planificateurs américains avaient prévu une simulation d'attaque sur un réseau de commandement ennemi fictif. Ils avaient alloué 2 semaines pour neutraliser les défenses adverses, percer les lignes et atteindre l'objectif. Les forces françaises ont terminé la mission en 72 heures. Les officiers de liaison américains présents sur place n'ont pas trouvé les mots. Ce n'était pas dans les prévisions, ce n'était pas dans les données. Et c'est précisément le problème. Depuis des décennies, l'armée française vit sous le poids d'une réputation construite par ses ennemis, entretenue par ses alliés distraits et ignorée par ses propres médias. On vous a dit que la France était une puissance militaire en déclin. On vous a montré des budgets comparés aux États-Unis, des effectifs inférieurs à ceux de la Russie, des équipements vieillissants qu'on prétend incapables de rivaliser avec les dernières technologies chinoises. Ces narratifs circulent dans les cercles stratégiques, dans les think tanks de Washington, dans les couloirs de Bruxelles. Et ils sont, pour la plupart, profondément trompeurs. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui, ce sont les données que les rapports officiels n'assemblent jamais ensemble. Les chiffres qui, pris isolément, semblent anodins, mais qui, mis bout à bout, révèlent une vérité que peu d'analystes osent de formuler clairement. La France est probablement la puissance militaire la plus sous-estimée du monde occidental et peut-être de la planète entière. Pour comprendre pourquoi cette réalité reste cachée, il faut d'abord comprendre comment on mesure la puissance militaire. La méthode dominante, celle qu'utilisent la plupart des classements que vous avez vus, repose sur 3 indicateurs. Le budget de défense en valeur absolue, le nombre de soldats sous les drapeaux et le nombre de plateformes d'armement en service. C'est une méthode qui favorise systématiquement les grandes puissances démographiques et économiques. Elle favorise la quantité sur la qualité. Elle favorise le visible sur le discret. Et l'armée française, par construction historique et par doctrine stratégique, a fait le choix exactement inverse. La France consacre environ 2% de son PIB à la défense, ce qui représente approximativement 50 milliards d'euros par an. Sur le papier, c'est moins que les États-Unis, moins que la Chine, légèrement moins que la Russie avant les sanctions. Mais voici ce que ce chiffre ne dit pas. Environ 1/3 de ce budget va directement à la recherche et au développement technologique et à l'acquisition d'équipements de pointe. Comparé à la plupart des membres de l'OTAN qui dépensent ce même ratio en maintenance d'équipements obsolètes et en bureaucratie administrative, c'est une différence fondamentale. Quand le Royaume-Uni investit des milliards dans des hélicoptères qui tombent en panne, quand l'Allemagne découvre que la moitié de ses chars Léopard ne sont pas opérationnels, la France, elle, fait tourner ses équipements. Prenons les forces terrestres. L'armée de terre française compte environ 100 000 soldats professionnels, plus les réserves. C'est effectivement moins que les armées américaines, russes ou chinoises. Mais la France a fait un choix délibéré depuis la professionnalisation complète en 1996. Elle a abandonné le modèle de masse pour le modèle d'élite. Chaque soldat français est un professionnel, entraîné en permanence, déployable en 72 heures, capable d'opérer dans des environnements que beaucoup d'armées évitent. Le taux de déployabilité réelle des forces françaises, c'est-à-dire la proportion de soldats effectivement disponibles pour une opération extérieure à tout moment donné, dépasse souvent 40 à 50%. Pour comparaison, la Bundeswehr allemande, beaucoup plus nombreuse sur le papier, affiche des taux de déployabilité réelle qui font rougir ses propres généraux. Mais c'est en Afrique que l'armée française a prouvé, opération après opération, ce que signifie réellement la puissance militaire dans le monde contemporain. L'opération Serval au Mali, en 2013, reste un cas d'étude dans toutes les grandes académies militaires du monde, et pas uniquement en Europe. En l'espace de quelques semaines, les forces françaises ont stoppé une avance djihadiste qui menaçait de faire basculer un pays entier, repoussé des groupes armés sur des milliers de kilomètres, et établi une zone de contrôle opérationnel dans un territoire grand comme la France elle-même. Tout cela avec moins de 5000 hommes. L'efficacité par soldat engagé, le ratio entre moyens déployés et objectifs atteints, était spectaculaire. La CIA, le MI6, le BND allemand,
Tous ont envoyé des analystes pour comprendre comment c'était possible. La réponse tenait en 3 mots: doctrine, entraînement, intégration. La doctrine française repose sur ce qu'on appelle la manœuvre combinée. Une capacité à faire travailler ensemble, en temps réel, des unités de blindés, d'infanterie, des forces spéciales, de l'appui feu aérien et de l'artillerie, d'une manière que peu d'armées au monde savent réellement exécuter en dehors des exercices. Sur le terrain, en conditions réelles, sous la pression du feu ennemi, avec des communications dégradées, dans un environnement géographique hostile. C'est là que la différence se mesure. Et la France, depuis des décennies d'opérations extérieures continues, depuis le Liban jusqu'au Sahel en passant par les Balkans, a accumulé un capital d'expérience opérationnelle que peu de pays peuvent revendiquer. Parlons maintenant de quelque chose que les classements n'osent jamais aborder directement: la dissuasion nucléaire. La France est l'une des 4 puissances nucléaires reconnues par le traité de non-prolifération. Elle possède une triade nucléaire opérationnelle, c'est-à-dire la capacité de frapper depuis la terre, la mer et l'air. Ces missiles balistiques mer-sol M51 embarqués sur ces sous-marins nucléaires lanceurs d'engins ont une portée supérieure à 10 000 km, une précision de l'ordre de quelques centaines de mètres après un trajet intercontinental, et une capacité à pénétrer les boucliers antimissiles les plus sophistiqués grâce à leurs têtes à manœuvre indépendante. Ce n'est pas une force nucléaire symbolique. C'est une force de frappe stratégique de premier rang mondial, maintenue en état d'alerte permanente, avec au moins un sous-marin en patrouille à tout moment depuis des décennies sans interruption. Ce que cette permanence représente en termes de technologie sous-marine, de formation des équipages, de logistique, de renseignement et de volonté politique dépasse l'entendement de la plupart des commentateurs qui parlent de défense sans jamais avoir mis les pieds dans un état-major. La France est l'une des rares nations au monde capables de menacer de manière crédible n'importe quel point du globe avec une arme nucléaire depuis une plateforme subaquatique pratiquement indétectable. Même les Américains le reconnaissent en privé. Et si la dissuasion représente le niveau stratégique, il faut maintenant descendre au niveau opérationnel, là où les données deviennent encore plus surprenantes. L'armée de l'air et de l'espace française opère le Rafale. Cet avion de combat multirôle est aujourd'hui l'un des chasseurs les plus demandés sur le marché mondial de l'armement. L'Inde, l'Égypte, le Qatar, la Grèce, les Émirats arabes unis, l'Indonésie, la Croatie, l'Arabie saoudite en négociation, tous ont choisi le Rafale. Ce n'est pas un accident. Ce n'est pas le résultat de pressions diplomatiques françaises, même si elles existent. C'est parce que les acheteurs, après avoir comparé avec le F-35 américain, l'Eurofighter britannico-allemand et le Gripen suédois, ont conclu que le Rafale offrait le meilleur équilibre entre performance, polyvalence et autonomie stratégique. Le Rafale est conçu dès l'origine pour opérer sans dépendance au système de données américain. C'est un point crucial que comprennent parfaitement les États qui ne souhaitent pas que Washington puisse, d'un clic dans un serveur de Virginie, désactiver leurs avions de combat. Cette souveraineté technologique a une valeur qui ne se mesure pas en dollars, mais que tous les états-majors du monde ont parfaitement intégré dans leurs analyses d'acquisition. Et pourtant, combien de fois avez-vous vu un classement des meilleures armées du monde mentionner cet aspect? Jamais, ou presque. Allons plus loin. La Marine nationale française opère l'unique porte-avions à propulsion nucléaire hors des États-Unis sur la planète. Le Charles de Gaulle. Ce navire représente une capacité que seuls 2 pays au monde possèdent, et la France est l'un d'eux. Un porte-avions nucléaire, c'est une autonomie d'endurance quasi illimitée. Une capacité à projeter de la puissance aérienne en n'importe quel point des océans du monde pendant des semaines, voire des mois, sans avoir besoin d'un réseau de bases à terre. Le groupe aéronaval français, quand il est constitué autour du Charles de Gaulle avec ses frégates d'escorte, ses sous-marins de protection et ses ravitailleurs, forment l'une des forces navales les plus puissantes en activité dans le monde non américain. Mais la puissance navale française ne se résume pas au Charles de Gaulle. La France opère des sous-marins nucléaires d'attaque de classe Ruby et bientôt de classe Suffren, dont le premier,
le Suffren lui-même, a été livré en 2020 après des années de développement. Ces sous-marins sont parmi les plus silencieux, les plus capables et les plus armés de leurs catégories respectives. Ils peuvent opérer pendant des semaines sans remonter en surface, emporter des missiles de croisière navale et conduire des missions de renseignement dans les eaux les plus surveillées du monde sans être détectés. La dissuasion française, en réalité, c'est un réseau de vecteurs qui couvre tous les milieux, toutes les distances, toutes les conditions. Il y a une donnée que personne ne compile jamais dans les rapports grand public. Et pourtant, elle est probablement la plus révélatrice. Depuis la fin de la guerre froide, combien de fois les forces armées françaises ont-elles été engagées dans des opérations militaires réelles, avec des tirs réels, dans des zones de conflit réels? La réponse vous surprendra. La France est, de très loin, le pays occidental qui a eu le plus d'engagements militaires réels depuis 1990. Plus que les États-Unis, si l'on exclut l'Afghanistan et l'Irak? Non. Mais si l'on pondère par la taille des forces, si l'on rapporte le nombre d'opérations à la taille du dispositif militaire, la France est dans une catégorie à part. Des Balkans au Rwanda, de la Côte d'Ivoire au Liban, de la Libye au Sahel, de la Centrafrique au Levant, les forces françaises ont été en opération, en contact avec des adversaires réels, pendant pratiquement toutes les années depuis 1991. Ce n'est pas une donnée anodine. La compétence militaire, comme n'importe quelle autre compétence, se maintient par la pratique. Une armée qui n'a pas combattu depuis 20 ans est une armée qui a oublié comment combattre, quelle que soit la sophistication de ses équipements. La France n'a pas ce problème. Ses officiers et sous-officiers ont des déploiements réels à leur actif. Ces doctrines ne sont pas théoriques, elles ont été testées, corrigées, améliorées sous le feu. Il faut maintenant parler du renseignement militaire, et ici, les données officielles sont par définition rares. Mais ce que l'on sait, ce que les chercheurs académiques et les anciens officiers de renseignement ont documenté au fil du temps, dessine un tableau impressionnant. La Direction générale de la sécurité extérieure française, la DGSE, est régulièrement classée parmi les 6 à 8 meilleures agences de renseignement du monde. Elle opère des réseaux humains, des capacités de cybersurveillance et des assets techniques dans des régions où même la CIA a du mal à s'implanter. En Afrique subsaharienne notamment, le renseignement français dispose d'une profondeur historique et relationnelle que nulle autre puissance occidentale ne peut égaler. Ce renseignement alimente directement les capacités militaires opérationnelles. Quand les forces françaises frappent, elles frappent avec des données. L'efficacité spectaculaire de l'opération Serval tenait aussi à la qualité du renseignement préalable. Les commandants français savaient où étaient les groupes armés, comment ils se déplaçaient, quelles étaient leurs lignes logistiques. Cette supériorité informationnelle a compensé l'infériorité numérique et permis une économie de moyens remarquable. Alors pourquoi ce narratif du déclin persiste-t-il ? La réponse est à la fois simple et révélatrice du fonctionnement du débat stratégique mondial. Premièrement, la France communique mal sur ses capacités, par tradition militaire, par culture stratégique et aussi par calcul délibéré. L'état-major français ne cherche pas à impressionner les médias. Les Américains ont des porte-paroles qui publient des vidéos de leur système d'armes sur YouTube. Les Russes ont des défilés élaborés sur la place rouge. Les Français, eux, préfèrent que leurs adversaires sous-estiment leurs capacités. C'est une posture stratégique cohérente, mais elle produit un biais de perception persistant. Deuxièmement, les grands classements militaires sont produits en anglais, par des institutions anglophones, avec des biais méthodologiques qui favorisent les indicateurs quantifiables et publiquement disponibles. Le budget de défense américain est documenté au centime près dans des milliers de documents publics. Les capacités réelles de la DGSE ne sont pas dans un rapport annuel. Les résultats des exercices OTAN classifiés ne sont pas dans un tableau Excel accessible. La sous-estimation de la France est en partie un artefact méthodologique des systèmes de mesure dominants. Troisièmement, et peut-être le plus important, il y a une concurrence géopolitique à l'intérieur même de l'OTAN. La France a toujours eu une relation particulière avec l'Alliance Atlantique. Sous De Gaulle, elle a quitté le commandement intégré. Elle y est revenue sous Sarkozy,
mais elle a maintenu une doctrine d'autonomie stratégique qui agace régulièrement Washington. Une France forte, technologiquement souveraine, avec une force nucléaire indépendante et une capacité de projection mondiale, est une France qui peut dire non à l'OTAN quand ses intérêts nationaux le commandent. Cette indépendance n'est pas dans l'intérêt de tous les membres de l'Alliance. Sous-estimer la France sert des intérêts. Regardons maintenant les forces spéciales, car c'est là que la réalité devient vraiment saisissante. Le commandement des opérations spéciales français regroupe des unités dont la réputation dans les milieux militaires spécialisés est extraordinaire. Le 1er régiment de parachutistes d'infanterie de marine, connu sous le nom de 1er RPIMA, est considéré par beaucoup d'experts comme l'une des unités de forces spéciales les plus capables au monde, aux côtés des SAS britanniques et des Delta Force américains. Le groupement d'intervention de la Gendarmerie nationale, le GIGN, a géré des situations de crise dans des conditions que peu d'unités similaires auraient pu résoudre. Ces unités ne font pas de communication. Elles n'ont pas de chaîne YouTube officielle. Leurs opérations ne sont connues que plusieurs années après, quand les restrictions de classification sont levées. Mais dans les couloirs des états-majors de l'OTAN, leurs capacités sont respectées, parfois craintives. Il faut également aborder la question de l'industrie de défense, parce qu'une armée n'est que l'expression militaire d'une base industrielle, et la base industrielle de défense française est un actif stratégique de premier rang mondial. Dassault Aviation, MBDA, Naval Group, Thales, Safran, Nexter, ces groupes ne sont pas de simples entreprises. Ils représentent la capacité de la France à concevoir, développer, produire et maintenir ses propres systèmes d'armes de bout en bout, sans dépendance technologique critique envers qui que ce soit. C'est une capacité que très peu de nations possèdent. Les États-Unis, bien sûr, la Russie, avec des difficultés croissantes liées aux sanctions, la Chine, avec des lacunes encore réelles dans certains domaines, et la France, discrètement, méthodiquement, depuis des décennies. MBDA est le premier missilier européen et l'un des 3 ou 4 premiers au niveau mondial. Ces missiles sont dans les catalogues d'armement de dizaines de pays. Le missile Météor, RR à longue portée sans zone d'évasion, n'a pas d'équivalent opérationnel aujourd'hui dans les arsenaux russes ou chinois. Le missile de croisière Scalp, utilisé en Syrie et au Yémen par les forces françaises et britanniques, a démontré une précision et une fiabilité qui ont surpris même ses concepteurs. Ces programmes ne sont pas dans les classements des grandes armées du monde. Ils devraient y être. L'un des angles les plus révélateurs pour comprendre la puissance militaire française réelle est celui de la logistique expéditionnaire. Envoyer 5000 soldats à 5000 km, les alimenter, les équiper, les soutenir en termes médicaux et en munitions pendant des mois, tout en maintenant une pression opérationnelle continue sur l'ennemi. C'est cela, la vraie puissance projetable. Beaucoup de pays ont des armées impressionnantes sur le papier qui sont incapables de déployer 500 hommes à 2000 km de leurs frontières de manière soutenue. La France fait cela régulièrement, avec des contraintes budgétaires que ses alliés américains trouveraient ridicules. L'opération Barkhane, qui a succédé à Serval dans le Sahel, a représenté pendant des années un déploiement de 5000 soldats répartis sur un territoire grand comme l'Europe de l'Ouest, opérant depuis plusieurs pays simultanément avec un réseau de bases avancées, une couverture de drones, un appui aérien de Mirage 2000 et de Rafale, une capacité de réaction médicale d'urgence. Tout cela maintenu pendant des années, avec des rotations de personnel, des convois logistiques dans des zones désertiques sous menace IED, des liaisons de communication sur des milliers de kilomètres. C'est la logistique expéditionnaire à son niveau le plus exigeant. Et la France l'a fait, pendant des années, sans que personne dans les grands médias internationaux ne semble vraiment l'avoir remarqué. Cela nous amène à la question qui sous-tend tout ce débat. Que se passerait-il en cas de conflit majeur en Europe? Et là, les données prennent une toute autre dimension. La France est le seul pays de l'Union européenne à posséder simultanément une force nucléaire stratégique crédible,
un groupe aéronaval opérationnel, des forces spéciales de niveau mondial, une industrie de défense souveraine, une expérience opérationnelle continue et une capacité de renseignement autonome. Aucun autre pays européen ne coche l'ensemble de ces cases. L'Allemagne, malgré sa puissance économique, a une armée dont les lacunes opérationnelles sont documentées et embarrassantes. Le Royaume-Uni, post-Brexit, cherche encore sa place et souffre de coupes budgétaires chroniques. La France, elle, a maintenu sa cohérence stratégique. Voici la donnée que personne ne montre jamais, celle qui devrait figurer en première page de tous les rapports sur l'état militaire de l'Europe. En cas de retrait américain du continent européen, hypothèse de plus en plus envisagée dans les cercles stratégiques depuis 2016, la France serait la seule puissance capable d'assurer la dissuasion nucléaire sur le continent et de projeter une force conventionnelle significative. C'est une réalité géostratégique d'une importance considérable que le narratif du déclin militaire français efface totalement. Maintenant, soyons honnêtes, il y a des faiblesses réelles. L'armée française souffre depuis des années de sous-investissements chroniques qui ont laissé des lacunes. La flotte de véhicules blindés de l'armée de terre a vieilli plus vite que prévu. Certains programmes de modernisation ont pris du retard. La question des munitions de précision en stock est une préoccupation réelle, comme l'a révélé l'analyse des consommations en Ukraine chez tous les membres de l'OTAN. Et le nombre total de soldats, délibérément limité dans le modèle professionnel, pose des questions de durée dans le cadre d'un conflit de haute intensité prolongée. Ces faiblesses existent. Les nier serait aussi trompeur que de nier les forces. Mais voici ce qui est crucial. Ces faiblesses sont connues, documentées, et les plans de remédiation existent. La loi de programmation militaire française prévoit des augmentations budgétaires significatives jusqu'en 2030. Le programme Scorpion de modernisation de l'armée de terre, avec les véhicules Griffon, Jaguar et bientôt le char MGCS, avance. La Marine nationale va recevoir ses nouveaux sous-marins nucléaires, lanceurs d'engins de classe, le Triomphant modernisé. La force aérienne continue d'engranger des commandes de Rafale qui soutiennent la chaîne de production et permettent des gains d'expérience industrielle. Revenons à ce qui a ouvert ce récit, l'exercice OTAN en Europe de l'Est. Quand les officiers américains présents ont demandé à leurs homologues français comment ils avaient fait pour terminer la mission en 72 heures au lieu de 2 semaines, la réponse française a été simple. Nous avons lu la situation. Nous avons identifié les nœuds critiques. Nous avons frappé ces nœuds avec des moyens précis et nous sommes passés à la suite. C'est de la doctrine, c'est de l'entraînement, c'est de l'expérience. La vraie puissance militaire ne se mesure pas au nombre de soldats alignés dans un défilé, ni à la hauteur des budgets affichés dans les communiqués de presse. Elle se mesure à la capacité d'une force à atteindre ses objectifs stratégiques avec les ressources dont elle dispose, dans des conditions réelles, face à des adversaires réels. Selon ce critère, selon le seul critère qui compte en définitive, l'armée française est une puissance militaire de premier rang mondial, sous-estimée par ceux qui n'ont pas intérêt à la voir correctement, ignorée par des médias qui préfèrent les narratifs simples aux réalités complexes, et respectée en silence par ceux qui, dans les états-majors du monde entier, connaissent la différence entre une armée qui défile et une armée qui combat. Les données sont là. Elles ont toujours été là. Il faut juste savoir où regarder et avoir la volonté de voir ce qu'elles disent réellement.